Est-ce que Stif est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Encore beaucoup de gens qui regardent régulièrement la chaîne sans y être abonnés. S'il vous plaît, faites-le. Ça aidera à faire connaître mon travail. On commence tout de suite avec donc Stif. Qu'est-ce qu'ils font? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société finalement assez ancienne, hein, enfin ancienne, fondée en 84. C'est une société qui opère à l'international et qui est spécialiste des composants pour la manutention des produits en vrac. Donc, des grains, donc transport de grains. En gros, c'est l'industriel assez lourde, hein, c'est de la mécanique et des. Voilà, c'est l'industrie plutôt lourde. Ils sont plutôt à l'international et je pense que c'est un champion caché, hein. C'est-à-dire qu'ils sont sur des marchés un peu de niche et ça, c'est excellent. Quand vous êtes leader dans un marché de niche, bon, la croissance n'est pas forcément, énorme. En revanche, vous avez une bonne rentabilité et puis il y a peu de chances qu'il y ait un concurrent qui rentre parce qu'un concurrent pour rentrer sur un marché de niche, il va faire tomber des marges, il va pas être rentable, il va devoir investir lourdement pour être au même niveau que le leader et donc en attendant, le leader, lui, il peut temporairement effondrer les prix pour couler les concurrents. Donc, c'est une bonne situation d'être leader dans des marchés de niche. Finalement, c'est une mid-cap en fait, hein, presque une mid-cap, on va dire. Allez, une grosse small cap, 423 millions d'euros de market cap, c'est déjà conséquent. Pourtant, c'est coté depuis seulement décembre 2023, donc on n'a pas beaucoup d'historique. Bon, le cours de l'action a quand même fait fois 12, hein, plus même, hein. Donc, pas mal, hein. Beau parcours pour l'instant. Est-ce que c'est terminé? On va essayer de voir ça ensemble. La croissance, donc il n'y a pas beaucoup d'historique de croissance disponible. Si on se met en trimestriel, alors c'est un peu faux, hein, ce que nous donne le logiciel, parce que les sociétés françaises, elles publient des points d'activité tous les trimestres, elles ne publient pas de compte de résultats complet. Le logiciel, lui, il prend que les comptes de résultats complets. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend le chiffre d'affaires semestriel et le divise par 2. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que voilà, c'est en croissance, hein, de point de vue en- si on se met on revient en croissance annualisée, la croissance est en train de s'accélérer, hein. C'est pas mal, hein, pour une société assez ancienne. Ça veut dire qu'ils ont trouvé peut-être des nouvelles débouchés, ou en tout cas qu'il y a une nouvelle demande qui est de plus en plus forte. Mais 73% de croissance du chiffre d'affaires en 12 mois glissants sur 2024, c'est chapeau, hein, c'est très très bon. C'est la croissance organique en plus, il n'y a pas d'acquisition à signaler. Si on regarde les taux de marge, en augmentation, alors il n'y a pas d'historique évidemment. Donc, bon, en tout cas, on voit qu'ils sont sur un taux de marge brut qui est au-delà de l'avantage concurrentiel. Ça, c'est une règle c'est une règle de Warren Buffett qui indique qu'au-delà de 60%, ça veut dire que l'entreprise a potentiellement un avantage concurrentiel. Ça semble être le cas. Moi, je pense qu'en fait, c'est qu'ils sont leaders de marché dans leur marché de niche. Donc, en tant que leader, c'est eux qui fixent les prix. Donc, 65%, 66% de taux de marge brut, c'est très bon. Taux de marge d'EBITDA à 25%, excellent. 15% en taux de marge net, c'est très encourageant. On fait de la croissance et on augmente les marges. Donc, ça veut dire que c'est une croissance profitable. Excellent, excellent. Alors, il n'y a pas de tableau de flux de trésorerie de communiquer, parce qu'on n'a pas on n'a pas le taux de marge de free cash flow. Ça, il faudrait voir sur les publications d'entreprise. Est-ce que l'entreprise met à disposition ce tableau de flux de trésorerie? En général, quand ils sont sur Alternext, c'est pas forcément un compartiment de la cote où on a beaucoup d'informations. D'ailleurs, ça, c'est un élément à prendre en considération. On commence à être sur une grosse small cap, donc il faut vérifier d'un point de vue gouvernance comment c'est organisé. Alors, qui détient le capital et est-ce qu'il y a des conventions réglementées? Parce que c'est une façon assez indirecte pour les dirigeants de se rémunérer un peu sur le dos des actionnaires minoritaires. Donc il faut vérifier s'il n'y a pas des royalties, des contrats, etc., sur lesquels le dirigeant s'en met dans la poche et un peu enfin, défavorise des actionnaires minoritaires. Donc ça c'est à prendre en considération. Bon, donc on n'a pas de conversion des bénéfices nets en free cash flow, malheureusement, parce qu'on n'a pas le tableau de trésorerie. On peut voir que, alors, on n'a pas la dépense en capital non plus. Est-ce que le BFR, lui, est bien positionné? Alors, ils sont à BFR positif, malheureusement, et ça a l'air de se dégrader. Ouais, donc, il y a une dégradation. Maintenant, on n'a qu'un an d'historique, donc on ne peut pas en dire grand-chose, si ce n'est que ce ne sont pas les clients qui financent les opérations, puisque le BFR est positif. Par rapport au chiffre d'affaires, ce BFR, il est à, et on va regarder, hop, il nous faut un an de chiffre d'affaires. On va se mettre en 12 mois glissants. Ici, on voit qu'on est sur 63 millions de chiffre d'affaires.
On a un BFR qui est quand même assez significatif, hein. Un sixième, bon, 15%, entre 15 et 20%. Au-delà de 20%, c'est défavorable. Bon, ça, c'est la règle de William Higgins, il en parle dans sa dernière interview. Mais ça veut dire, en fait, au-delà de 20%, ça veut dire que vous êtes assez mal positionné dans la chaîne de valeur et que ce sont vos clients qui décident des délais de paiement. Donc là, la trajectoire évolue un peu défavorablement. On est à 15%, c'est à surveiller, quoi. Cette variation du BFR à surveiller. Si ça devient trop défavorable, là, ça veut dire que d'un autre côté, il va falloir il va falloir s'endetter, en fait, pour alimenter la croissance. Donc, pour alimenter les opérations, pas la croissance, hein. La croissance, ça va être via la dépense en capital. Mais pour les opérations, ouais. Donc, à surveiller cet élément-là, ça, c'est un peu un petit bémol, hein. Bon, pour valoriser l'entreprise, on a que le PER, hein, vu qu'on a que les bénéfices nets. On peut regarder la trajectoire des bénéfices nets d'ailleurs. C'est en augmentation. Ça suit bien l'augmentation du chiffre d'affaires, donc ça, c'est plutôt bien. On a vu, hein, augmentation du chiffre d'affaires plus expansion des marges, donc forcément, le bénéfice net est en augmentation. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, est-ce qu'on a les éléments nécessaires? On a le rendement des capitaux investis, il est très bon. On est à quasiment 30% de rendement des capitaux investis. Honnêtement, c'est impressionnant pour l'entreprise industrielle qui est intensive en capital. On a une énorme rentabilité. Ça veut dire aussi d'un autre côté, alors la croissance est très forte quand même, et c'est de la croissance organique. Donc je pense que ils peuvent pas forcément s'autofinancer avec cette rentabilité. Mais bon, là, c'est peut-être exceptionnel que la croissance soit aussi forte, hein. Il faut évidemment prendre une médiane de croissance. On l'a pas ici, il y a que 2 ans, mais il faut regarder quelle est la croissance organique médiane pour l'entreprise. Je pense que leur rentabilité est bien supérieure à la croissance organique médiane, et donc ils peuvent s'autofinancer sans trop de problèmes. Donc, très très bonne rentabilité, très bonne croissance. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Et si on regarde l'endettement, on est cash net. Mais ça vient du fait que la rentabilité est très forte. Et puis avec l'introduction en bourse qui a eu lieu du coup en décembre 2023, ils ont levé du cash. Donc bon, la trésorerie nette, c'est bien. Alors, c'est intéressant si alors ça doit générer des intérêts, ça génère un peu d'intérêt, 400 000 € depuis le début de la cotation. Bon, c'est toujours ça de prix. Mais s'il n'y a pas d'opportunité d'investissement, mais je pense qu'il y en a, il faut rendre le cash aux actionnaires. Je pense que pour l'instant, ils passent ça en dépense en capital plutôt pour la croissance qui est forte. Donc là, c'est plutôt bien. Est-ce qu'il y a du dividende de verser? Il n'y a pas de dividende. En tout cas, le logiciel nous indique qu'il n'y a pas de dividende. Et si on regarde la variation du nombre d'actions, il y a eu un petit peu de dilution quand même, hein, 2%. Bon, à quoi ça correspond? Il faut regarder. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette petite variation du nombre d'actions? Est-ce que ce sont des nouvelles actions qui ont été créées? Ou est-ce que ce sont des actions qui étaient en autocontrôle et qui étaient mises en circulation? Et quelle est la destination de ces actions? Est-ce que c'est pour rémunérer les salariés, les managers? Ou est-ce que c'était pour financer un projet? Il faut aller regarder ça. Bon, donc après, il n'y a pas une dilution énorme, potentielle en plus, cette dilution. Au niveau de la valorisation, bon, on n'a que la valeur d'entreprise sur EBITDA et on a le ratio coût-bénéfice. Au niveau de la valeur d'entreprise sur EBITDA, bon, le multiple est quand même très élevé. Donc après, la médiane, on n'a pas l'historique. C'est 13 en VE sur l'IBDA médian sur 2 ans, ce qui ne doit rien dire. Actuellement, on est quand même à 26. C'est très élevé. Donc, c'est un peu dangereux à mon avis. Si on regarde au niveau du PER, c'est la même histoire. Bon, est-ce qu'il y a une décote sur actifs tangibles? Non, bien sûr que non. Bon, donc c'est cher payé. C'est cher payé. Ce qu'on peut dire, c'est que la forte croissance peut justifier ces multiples, mais si ça décélère, le multiple va tomber assez rapidement. Donc, ce qui veut dire que si on rentre nettement, on s'expose à des corrections assez violentes. Donc, si on veut rentrer maintenant, on peut être intéressé par ce dossier qui m'a l'air d'être une bonne entreprise et une bonne aventure entrepreneuriale. Si on est intéressé par ce dossier, c'est pas moins de 5 ans parce que c'est dangereux de rentrer à des multiples si élevés. Si vous investissez à court terme, ça va être l'expansion des multiples qui va guider votre performance. Là, je vois peu de potentiel d'expansion des multiples. Si vous investissez à long terme, ça va être la croissance des bénéfices qui va piloter, qui va tirer votre performance. Et je n'ai pas de doute sur la croissance des bénéfices de cette entreprise, hein. Alors, on n'a pas d'historique, mais pareil, on peut regarder EPS growth. Donc, hop, si on regarde ça, est-ce qu'on peut le mettre en
year-on-year growth, on peut. Énorme. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'il n'y a pas beaucoup d'historique, hein, mais 256% d'expansion de croissance des bénéfices. Bon, voilà. Donc sur le long terme, voilà, ce dossier, c'est plutôt sur du très long terme, hein. 5 ans, je pense, minimum. Comme ça, s'il y a une publication qui passe mal, bon, bah, le multiple il va chuter, entraînant le cours avec lui. Mais sur le long terme, si vous supportez les moins-values potentielles sur le long terme, vous allez complètement avoir une bonne performance sur ce genre de dossier s'ils maintiennent évidemment leur bon positionnement concurrentiel et la croissance. Donc un petit dossier à prendre en considération. J'espère que cette analyse vous a intéressé. C'est quand même un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.